Le 4 novembre 1917, au palais de l'Élysée, le président de la République, Raymond Poincaré, attend une visite. L'homme qu'il s'apprête à recevoir est un de ses pires ennemis politiques. Georges Clemenceau, le radical socialiste, surnommé le tombeur des ministères, puis le tigre, n'a cessé d'affronter Poincaré, le républicain modéré. La haine qu'ils se vouent mutuellement est connue de tous. Et pourtant, Poincaré va lui demander de devenir président du Conseil et de former un nouveau gouvernement. Car il en est convaincu, seul Clemenceau est capable de conduire la France à la victoire après 3 ans d'une guerre meurtrière contre l'Allemagne. Il a 76 ans. Il n'a rien perdu de sa combativité et de son énergie. Il va devenir le père de la victoire. Georges Clemenceau est une des grandes figures de la Troisième République. Ancien maire de Montmartre, député radical socialiste, puis sénateur, et enfin président du Conseil à plusieurs reprises, c'est un républicain intransigeant, un anticlérical acharné, dreyfusard convaincu, mais également un grand patriote, profondément attaché à la nation. Lorsque la guerre éclate, il accède à la commission parlementaire chargée de surveiller l'état-major. Il ne cesse de parcourir les tranchées pour s'enquérir du moral des soldats français et intervient régulièrement à la Chambre pour dénoncer les défaitistes et les planquer. Énergique, infatigable, il est le seul homme capable de redresser la situation. Car en ce mois de novembre 1917, celle-ci est dramatique pour les Alliés. En avril, l'offensive française au chemin des Dames se conclut par un désastre qui entraîne de nombreuses mutineries au sein de l'armée. En Grèce, les troupes alliées sont bloquées en Macédoine, tandis qu'au Proche-Orient, elles ne parviennent pas à déborder l'armée ottomane. À l'automne, l'offensive britannique dans les Flandres aboutit à des pertes terribles pour des gains de territoire dérisoires, tandis que les Italiens subissent une lourde défaite à Caporetto. Pire encore, en Russie, les bolcheviks prennent le pouvoir et demandent la paix à l'Allemagne. La seule bonne nouvelle est l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés, mais il faudra encore de longs mois pour les expédier en Europe et les équiper avec l'armement moderne français, tels les canons lourds, les chars et les avions de combat. Clemenceau sait que les Allemands vont ramener leurs troupes du front de l'Est pour attaquer le front Ouest avant l'arrivée des Américains. Le temps presse, des décisions importantes doivent être prises. Il commence par former un gouvernement sans tenir compte des courants politiques à la Chambre des députés. Il veut un gouvernement de spécialistes, de techniciens, avec des hommes en qui il a une entière confiance. Dans sa déclaration de politique générale au Palais Bourbon, il déclare « Ma politique intérieure et ma politique extérieure, c'est tout un. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique extérieure, je fais la guerre. Je fais la guerre rien que la guerre. » Pour cela, il faut remonter le moral de la population, épuisée par 3 années de guerre. Il s'attaque violemment aux pacifistes, qu'il accuse d'être au service de l'Allemagne, en s'en prenant à Louis Malvy, ancien ministre de l'Intérieur, jugé trop tiède vis-à-vis des grévistes et des défaitistes, et en le renvoyant devant la Haute Cour de justice. L'ancien ministre Joseph Caillaux est lui aussi accusé lorsqu'on découvre des documents compromettants sur ses relations avec l'Allemagne. Il est condamné à 3 ans de prison. Paul Bollot, propriétaire d'un journal financé par les Allemands, est condamné à mort pour haute trahison et fusillé. Clemenceau continue de visiter les soldats sur le front pour les encourager. Un jour, il se précipite sur le parapet pour insulter les Allemands, et il faut 3 hommes pour le ramener avant qu'ils ne soient touchés par une balle. Il a constaté la haine que portent les poilus aux embusqués, ces hommes qui ont réussi à échapper à la mobilisation. Il va les traquer méthodiquement pour qu'ils accomplissent leur devoir au nom de l'égalité. Il redouble également d'efforts pour augmenter considérablement la production d'avions de chasse et de chars de combat qui seront selon lui décisifs pour gagner la guerre. Le char FT-17, avec sa tourelle amovible et ses maniabilités, sera un des grands acteurs de la victoire. Il devient très vite populaire auprès des soldats et de la population civile qui admirent son énergie et sa volonté de faire. Le moral remonte, les Français croient à nouveau en la victoire. Mais le temps presse. La Russie a conclu un armistice avec l'Allemagne, elle se retire de la guerre. Les troupes américaines sont encore en nombre insuffisant. En Allemagne, le maréchal Hindenburg dirige le pays d'une main de fer,
l'empereur Guillaume laissant aux militaires la gestion du pays en guerre. Mais c'est son adjoint, le général Ludendorff, qui est chargé de mener le coup décisif. Il transfère plus d'1 million d'hommes venus de Russie sur le front de l'Ouest. Il prépare minutieusement une grande offensive qui devra vaincre les Alliés. Depuis 3 ans, toutes les attaques, allemandes ou alliées, se sont brisées devant les tranchées. Mais Ludendorff est un tacticien hors pair. Fini les attaques en ligne, il crée les Sturmtruppen, les troupes d'assaut armées de grenades qui attaquent par petits groupes en s'infiltrant dans les lignes ennemies et en désorganisant son système défensif. Elles sont appuyées par des bombardements d'artillerie beaucoup plus brefs afin de ne pas laisser le temps à l'adversaire de réagir. Fidèle à la pensée militaire prussienne, son plan d'assaut est très souple. Pas d'objectif rigide à atteindre, il laisse l'initiative aux officiers, prévoyant d'envoyer des renforts très rapidement aux unités qui réussissent une percée, peu importe l'endroit. Ludendorff choisit d'attaquer en Picardie. C'est dans cette région que se situe la jonction entre les troupes britanniques et les troupes françaises. Son pari est le suivant. S'il obtient une percée dans ce secteur, les Britanniques se replieront vers le nord pour protéger les ports de la Manche, d'où proviennent leurs approvisionnements, tandis que les Français reculeront vers le sud pour protéger Paris. La brèche s'élargira, l'attaque allemande coupera en deux le dispositif allié, qui sera ainsi totalement hors de combat. À Paris, Clémenceau est inquiet. Les troupes belges, britanniques, américaines et françaises du front de l'Ouest agissent sans coordination. Il n'y a aucun chef suprême pour conjuguer les efforts de chacun. Il milite auprès des Alliés pour un commandement unique, mais on ne parvient pas à s'accorder sur un nom. Le général Philippe Pétain, à la tête des armées françaises, est peu apprécié des Alliés, et Clémenceau se méfie de son pessimisme. À la veille de la bataille décisive, les Alliés sont sans coordination. Le 21 mars 1918, des milliers de canons ouvrent le feu en Picardie. Les troupes d'assaut allemandes s'infiltrent dans les défenses, créent la confusion, puis des renforts parviennent à celles qui ont réussi une percée. Des ruptures apparaissent partout dans le front allié, et comme l'espérait Ludendorff, les Britanniques se replient vers le nord, élargissant la brèche. Clémenceau, averti, se précipite auprès des généraux britanniques. Il faut un commandement unique. Les Alliés s'accordent enfin sur un nom, Ferdinand Foch. Le meilleur stratège de l'armée française a remarquablement combattu lors de la bataille de la Marne, mais l'échec de l'offensive sur la Somme en 1916 a terni son éclat. Il est très différent de Clémenceau. C'est un fervent catholique, méfiant vis-à-vis de la République. Mais Clémenceau est pragmatique. Il sait qu'il est l'homme de la situation. Énergique, doté d'un sang-froid à toute épreuve, il est le seul à pouvoir faire face. Devenu chef suprême des armées alliées en France, il ordonne aux Britanniques et aux Français de garder le contact en défendant ensemble la ville d'Amiens. Toutes les forces convergent vers la ville picarde. À Paris, les parlementaires songent à évacuer la capitale, mais Clémenceau est bien décidé à se battre. S'ils prennent Paris, nous nous battrons sur la Loire, sur la Garonne, sur les Pyrénées s'il le faut. Mais Foch lance des contre-attaques sur les flancs de l'offensive allemande, la ralentissant considérablement. Le 9 avril, les Allemands sont définitivement stoppés devant la ville de Montdidier. Grâce à la coordination des armées alliées assurée par Foch, l'offensive allemande est un échec. L'empereur Guillaume II, qui a assisté à l'opération, est profondément affecté, mais le général Ludendorff ne renonce pas. Il décide cette fois d'attaquer au nord, dans les Flandres, afin de couper les Britanniques de leur port et interrompre leur ravitaillement. L'attaque est lancée au sud de la ville d'Ypres, en Belgique. Les troupes d'assaut parviennent à nouveau à bousculer les Britanniques qui doivent se replier. Mais Foch réagit très vite. Il envoie de nombreux renforts par voie ferrée. Il se positionne sur le mont Kemmel où les attaques allemandes finissent par se briser. Le 1er mai, l'offensive est suspendue. Ludendorff sait que le temps joue contre lui et que ses effectifs ne cessent de diminuer. Rassemblant tous ses moyens, il décide d'une offensive de la dernière chance. Cette fois, il attaquera en plein centre du front, dans l'Aisne, droit sur les Français. Ce choix peut paraître surprenant, tant les troupes françaises ont montré leur abnégation à défendre leur position depuis le début de la guerre, notamment à Verdun. Mais le général allemand sait que les réserves alliées sont toutes massées derrière les Britanniques. S'il obtient une percée,
les Français n'ont pas de réserve en arrière de leur front. Le 27 mai, l'attaque est lancée sur le chemin des Dames. Grâce à l'emploi massif d'obus remplis de gaz toxiques, dont le terrible gaz moutarde, la percée est obtenue en 24 heures. Derrière les lignes françaises, le vide. Les Allemands se précipitent en avant, et le 30 mai, ils atteignent la Marne comme en 1914. Foch rame tous les renforts disponibles et commence à harceler les flancs ennemis. Pour la première fois, les Américains participent au combat, notamment au bois Belleau, où ils opposent une farouche résistance. Début juillet, à bout de souffle, les Allemands, qui ont subi de lourdes pertes, sont bloqués devant la Marne. Mais à Paris, c'est la tempête. Les députés sont furieux de l'avancée allemande et demandent des comptes au gouvernement. Infatigable, Clémenceau défend avec vigueur Foch devant les parlementaires. Il sait que les Allemands sont à bout, incapables de combler leurs pertes, alors que 100 000 soldats américains débarquent chaque mois en France. Ludendorff n'est pas moins lucide. Ses ressources s'épuisent. Il tente un ultime coup de boutoir sur la Marne, prévu pour le 15 juillet. Ce sera l'offensive de la paix qui mettra un terme à ce conflit si meurtrier. Mais la veille de l'attaque, des commandos capturent des officiers allemands qui leur indiquent l'heure et l'endroit exact de l'attaque. Informé, Foch fait évacuer toute la première ligne. À l'aube, le bombardement tombe sur des tranchées vides. Lorsque l'infanterie allemande parvient à la deuxième ligne, celle-ci est intacte et les Français la repoussent aisément. Foch a déjà prévu le coup suivant. Il a amassé des centaines de chars dans la forêt de Villers-Cotterêts. Le 18 juillet, ceux-ci surgissent sur les flancs des Allemands qui sont brutalement repoussés. Les chars poursuivent leur progression, appuyés par l'infanterie. Le 6 août, les Allemands sont repoussés sur la ligne de départ. Ludendorff a définitivement échoué. Mais Foch n'en a pas fini. Alors que l'offensive démarrait bien sur la Marne, il quitte le front et laisse le soin à ses généraux de la poursuivre pour préparer sa prochaine attaque. Il inaugure ainsi la stratégie qui va amener à la victoire. Harceler l'ennemi d'opérations décalées qui ne lui laissent pas le temps de préparer une défense viable. 2 jours après la fin de la deuxième bataille de la Marne, le 8 août, il déclenche une grande offensive en Picardie. 2 armées, une britannique, l'autre française, brisent les lignes allemandes devant Amiens. Cette fois, c'est la débâcle. Les Allemands, découragés, se rendent par milliers. Ludendorff, effondré, qualifie le 8 août de jour de deuil pour l'armée allemande. La guerre ne peut plus être gagnée. Foch fait feu de tout bois. Il lance en septembre les Américains contre le saillant de Saint-Mihiel, au sud de Verdun, qui est réduit en quelques jours. Verdun est enfin dégagé, après 4 années de siège. En octobre, les Britanniques prennent Cambrai et se lancent à la poursuite des Allemands en fuite. Partout, l'armée du Kaiser se désagrège. Clémenceau pousse Foch pour qu'il achève l'ennemi afin d'entrer en Allemagne. Le maréchal prépare une grande opération en Lorraine pour novembre. Mais les événements se précipitent. Le 30 octobre, l'Empire ottoman, épuisé, se retire de la guerre au Proche-Orient. Le 3 novembre, l'Empire austro-hongrois demande la paix. En Allemagne, les révoltes secouent le pays. Guillaume II finit par abdiquer le 9 novembre. La veille, des parlementaires visitent Foch pour discuter des conditions d'armistice. Informé, Clémenceau hésite. Faut-il laisser Foch lancer son offensive en Lorraine et entrer en Allemagne pour obtenir les meilleures conditions de paix possibles? Mais il sait que la France a déjà trop souffert. Il pense à toutes ces familles endeuillées. Il faut mettre fin au conflit. Le 11 novembre 1918, à 11 h, les armes se testent enfin. À Paris, c'est la liesse. Foch et Poincaré sont portés au nu, mais c'est Clémenceau qui est la vedette du jour. La foule s'amasse devant Matignon pour apercevoir celui qu'elle a déjà surnommé le Père la Victoire. Il est l'homme le plus célèbre de France, et même ses ennemis politiques louent sa détermination et son énergie qui ont amené la France à la victoire. Bien des années plus tard, l'empereur déchu Guillaume II, dans ses mémoires, dira « La cause principale de la défaite allemande,
Clémenceau. Non, ce ne fut pas l'entrée en guerre de l'Amérique avec ses immenses renforts. Aucun de ces éléments ne compta auprès de l'indomptable petit vieillard qui était à la tête du gouvernement français. Si nous avions eu un Clémenceau, nous n'aurions pas perdu la guerre.